Ma petite amie m'a quitté pour un homme mieux que moi, que sa famille avait fièrement choisi pour elle. Tout le monde souriait. Tout le monde approuvait. Je n'ai pas discuté. J'ai disparu. Des mois plus tard, lorsqu'elle a entendu mon nom mentionné dans une pièce où elle n'était pas invitée, elle s'est figée avant même que quiconque ne la regarde. J'ai maintenant 36 ans, je suis financièrement indépendant et j'ai appris que la réponse la plus puissante au rejet n'est ni la colère ni la supplication, c'est un silence stratégique suivi d'un succès incontestable. J'ai rencontré Camille quand j'avais 29 ans. Elle en avait 26. Elle venait d'une famille de la vieille bourgeoisie, le genre où le nom de famille ouvre des portes avant même que vous ne frappiez. Je travaillais comme consultant indépendant, je montais mon propre cabinet à partir de rien, je gagnais correctement ma vie, mais rien qui puisse impressionner son cercle social. Nous nous sommes rencontrés lors d'un vernissage par l'intermédiaire d'une connaissance commune. C'est elle qui m'a abordé en premier, me disant qu'elle appréciait le fait que je regardais vraiment les œuvres d'art au lieu de faire du réseautage mondain. Les 18 premiers mois ont été tout ce qu'on peut espérer. Elle était intelligente, avait ses propres opinions et semblait vraiment se désintéresser de la fortune de sa famille. Nous passions nos samedis sur les marchés bio, sur des sentiers de randonnée ou dans des petits bistrots de quartier avec de la musique live. Elle ne m'a jamais fait sentir inadéquat. Lorsque j'ai rencontré sa famille vers le 8e mois, je savais que j'étais évalué, mais je pensais avoir réussi l'examen lorsque son père m'a serré la main en disant que je semblais avoir les pieds sur terre. Il s'est avéré que les pieds sur terre étaient un code pour au potentiel limité. Sa famille possédait un immense parc immobilier commercial à travers 3 régions. Son père avait hérité d'un portefeuille et l'avait triplé. Sa mère venait d'une fortune similaire et passait son temps dans des conseils d'administration d'associations caritatives et des comités mondains. Sa sœur aînée avait épousé un capital risqueur. Son jeune frère était formé pour reprendre l'entreprise familiale. Et puis il y avait moi, consultant à mon compte avec des clients mais sans gros cabinet. Un bon revenu mais pas de patrimoine générationnel. J'avais un master d'une bonne université publique, mais je ne sortais pas des grandes écoles parisiennes prestigieuses qu'ils avaient tous fréquentées. Mes parents étaient tous deux professeurs dans l'éducation nationale, une classe moyenne confortable, fiers de leur travail, mais personne qui ne figurait dans le bottin mondain. La première année, ils m'ont toléré, des conversations polies lors des dîners de famille, des questions de pure forme sur mon travail, pas d'hostilité ouverte, juste une distance froide qui ne se réchauffait jamais, peu importe mes efforts. Vers le 20e mois, les choses ont changé. Son père a commencé à mentionner le fils d'un ami de la famille, un type qui avait fait sa prépa et son école de commerce avec son frère, travaillait dans la finance et venait du même milieu. Il était récemment revenu dans la région. Tu devrais reprendre contact avec lui, disait son père lors des dîners. Il réussit très bien, il gère un fonds d'investissement maintenant. Camille changeait de sujet, visiblement mal à l'aise. Je faisais semblant de ne pas remarquer le sous-entendu. Le type, appelons-le Charles, a commencé à apparaître aux événements familiaux, toujours poli avec moi, jamais ouvertement compétitif, mais sa présence était clairement orchestrée. Ses parents s'illuminaient quand il arrivait. Sa mère trouvait des raisons pour le placer à côté de Camille lors des dîners. Son père l'engageait dans de longues conversations sur les marchés financiers et les opportunités d'investissement pendant que je restais assis là sans rien pouvoir apporter. Un soir, après un dîner de famille particulièrement pénible où j'avais été essentiellement ignoré pendant 3 heures pendant que ce type tenait la cour, j'ai abordé le sujet sur le trajet du retour. Il te pousse vraiment vers lui. Je sais que c'est gênant. Je leur ai dit d'arrêter, a-t-elle répondu. Vraiment? Parce que ça continue d'arriver. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire un scandale au dîner de famille. Je veux que tu poses une limite. Dis-leur que tu es avec moi et que leurs manigances sont irrespectueuses. Je leur ai dit, ils n'écoutent juste pas. Alors peut-être que tu dois parler plus fort. Elle est restée silencieuse. C'était la première fois que je réalisais qu'elle ne se battrait peut-être pas aussi fort pour nous que je le ferais. Au cours des 6 mois suivants, la pression s'est intensifiée. Sa famille a commencé à faire des commentaires sur ma trajectoire professionnelle, toujours consultant, pas d'intérêt à construire quelque chose de plus permanent. Sa mère m'interrogeait sur mon plan à 5 ans, ma stratégie de retraite, mes pensées sur l'investissement immobilier. Il n'était pas subtil. Il m'auditait et me trouvait insuffisant. Camille a commencé à s'éloigner, annulait des plans plus fréquemment, mettait plus de temps à répondre aux messages, semblait distraite quand nous étions ensemble.
Je savais ce qui se passait, mais je n'arrivais pas à comprendre comment l'arrêter. Puis, environ 2 ans et demi après le début de notre relation, elle a demandé si nous pouvions parler. C'était un jeudi soir. Elle est venue à mon appartement au lieu que j'aille au sien, ce qui aurait dû être mon premier indice. Mes parents veulent avoir une conversation sérieuse avec moi ce week-end à propos de nous, à propos de mon avenir. D'accord. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je ne sais pas. Ils vont insister lourdement. Ils vont parler de loyauté familiale et de ce qui est le mieux pour moi. Et qu'est-ce que tu penses être le mieux pour toi? Elle n'a pas répondu tout de suite, regardant juste ses mains, tournant sa bague. Pas une bague de fiançailles, juste quelque chose que je lui avais offert pour son anniversaire. Je t'aime, a-t-elle finalement dit. Mais j'aime aussi ma famille, et ils ont été clairs, continuer avec toi signifie des problèmes avec eux. Quel genre de problème? Ils ont menacé de restructurer les choses, de me retirer de certaines parts de la SCI familiale, de réduire mon rôle dans les décisions familiales, en gros de faire comprendre que te choisir signifie choisir contre eux. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Donc, ils te font du chantage. C'est un mot dur, mais exact. Ils pensent qu'ils me protègent. Ils pensent que tu n'es pas assez stable. Que tu n'as pas les bases pour construire le genre de vie qu'ils veulent pour moi. Le genre de vie qu'ils veulent, pas le genre que tu veux. Je ne sais plus ce que je veux. Je suis épuisé. Je me bats contre eux depuis des mois et ça ne s'arrange pas. Chaque événement familial est une bataille. Chaque conversation se transforme en jugement sur toi, sur nous, sur mes choix. Donc, tu abandonnes. Je suis réaliste. Je ne peux pas couper les ponts avec ma famille. Ils sont tout ce que j'ai toujours connu. Et peut-être qu'ils ont un point. Peut-être que nous ne sommes pas compatibles à long terme. J'aurais dû argumenter. J'aurais dû me battre plus fort. Mais à ce moment-là, je me sentais juste fatigué. Si tu cherches la permission de partir, tu l'as. Je ne vais pas te supplier de me choisir plutôt que ta famille. C'est tout? Tu ne vas pas te battre pour nous? À quoi bon? Tu as déjà décidé. Tu es juste venu ici pour officialiser les choses. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que j'étais froid. Qu'elle avait espéré que je lui donnerais une raison de leur tenir tête. Qu'elle avait besoin que je me batte plus fort. Je me bats depuis le début, dis-je doucement. Je suis venu, j'ai été respectueux, j'ai essayé de prouver que j'étais digne, et rien de tout cela n'a compté. Ils ont décidé que je n'étais pas assez bien il y a 2 ans. Rien de ce que je ferai ne changera ça. Et si tu as besoin qu'ils m'approuvent avant de pouvoir t'engager avec moi, alors nous n'allions jamais marcher. Elle est partie ce soir-là, m'a envoyé un SMS 2 jours plus tard pour me dire qu'elle avait parlé à sa famille et décidé de donner une chance à Charles, le financier. Que ce n'était pas une question de choisir l'argent plutôt que l'amour. C'était choisir une vie où elle n'avait pas à se battre contre sa famille tous les jours. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué son numéro et commencé à planifier ma sortie. Le premier mois après la rupture a été mécanique. Je faisais les gestes de ma routine quotidienne tout en planifiant quelque chose de plus grand. J'avais été approché 6 mois plus tôt par un ancien client pour une opportunité de partenariat, pour construire un cabinet de conseil spécialisé axé sur l'efficacité opérationnelle pour les entreprises de taille moyenne. J'avais refusé parce que j'étais à l'aise et que je ne voulais pas le stress de construire quelque chose à partir de zéro. Maintenant, je n'avais rien d'autre que du temps et de la motivation. Je l'ai rappelé. L'opportunité était toujours disponible. Nous nous sommes rencontrés, avons discuté des conditions, convenues de la répartition du capital et des rôles. J'ai liquidé certains investissements pour apporter du capital. Nous avons lancé l'activité en 3 semaines. Le travail était brutal. Des journées de 18 heures, des week-ends passés sur des propositions clients, des voyages constants pour rencontrer des prospects. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de temps pour penser à elle ou à ce que j'avais perdu. Juste une concentration pure sur la construction de quelque chose qui prouverait à tout le monde qu'ils avaient tort. 3 mois plus tard, nous avons décroché notre premier gros client, une entreprise manufacturière aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement. J'ai passé 6 semaines en immersion avec eux, analysant leur système, mettant en œuvre de nouveaux processus. Les améliorations étaient mesurables et significatives.
Ils nous ont recommandé à 2 autres entreprises de leur secteur. Au 6e mois, nous avions 8 clients et nous embauchions des consultants supplémentaires. Au 9e mois, nous étions rentables et refusions du travail parce que nous ne pouvions pas grandir assez vite. J'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux, arrêté de demander de ces nouvelles à nos amis communs, arrêté de me soucier de ce que sa famille pensait, je travaillais juste. Un de nos consultants a mentionné avoir entendu dire qu'elle s'était fiancée avec le type de la finance. 6 mois après m'avoir quitté, elle planifiait un mariage. Je n'ai rien ressenti. J'ai juste hoché la tête et je me suis remis à examiner une proposition client. Environ 10 mois après la rupture, nous avons été approchés par un fonds de capital investissement, Private Equity. Ils suivaient notre croissance, aimaient notre modèle, voulaient discuter d'acquisition ou d'investissement. Nous les avons rencontrés. Ils ont fait une offre qui signifiait beaucoup d'argent, pas une fortune générationnelle, mais assez pour changer ma vie complètement. Mon associé voulait accepter. Je voulais tenir bon, continuer à construire. Nous avons fait un compromis sur un accord d'investissement au lieu d'une acquisition totale. Ils ont pris 30% du capital. Nous avons gardé le contrôle et j'ai obtenu assez de liquidités pour ne plus jamais m'inquiéter de l'argent. L'affaire a été conclue exactement 1 an après la rupture. Mes parents ont pleuré quand je leur ai annoncé les chiffres. Mon père, qui a enseigné l'histoire au lycée pendant 35 ans, secouait simplement la tête en disant qu'il était fier de moi. J'ai acheté une maison. Rien d'ostentatoire, mais belle. Un bon quartier, de l'espace pour un bureau à domicile, un garage pour la voiture dont j'avais toujours voulu. Je ne frimais pas, je vivais enfin confortablement sans stress. Vers le 14e mois, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence industrielle. Quelqu'un avait écrit une étude de cas sur notre travail avec ce premier client manufacturier, et les organisateurs de la conférence me voulaient dans un panel sur la transformation opérationnelle. La conférence avait lieu dans la même ville où j'avais vécu avec elle, là où sa famille était basée. J'ai failli refuser, mais mon associé m'a convaincu que c'était une bonne exposition pour le cabinet. J'ai préparé mon intervention, je suis arrivé 2 jours plus tôt. Le panel s'est mieux passé que prévu. Après, plusieurs personnes m'ont approché avec des questions, des cartes de visite, des opportunités potentielles. J'étais au milieu d'une conversation quand quelqu'un a appelé mon nom. C'était une vieille connaissance, quelqu'un que j'avais rencontré par son intermédiaire, en fait. Un type qui avait été assez amical, mais qui avait clairement pris son parti après la séparation. Je ne savais pas que tu interviendrais ici. Comment vas-tu? Que fais-tu maintenant? Je lui ai donné la version brève. Le cabinet, la croissance, l'investissement du fonds. Son expression a changé pendant que je parlais, passant d'un intérêt poli à une surprise authentique, puis à quelque chose comme du respect. C'est incroyable. Je n'avais aucune idée que tu réussissais aussi bien. Ce n'est pas quelque chose dont je fais la publicité. Tu es là ce soir? Il y a une réception. Tu devrais venir faire du réseautage. J'ai hésité mais j'ai accepté. La réception avait lieu dans un hôtel du centre-ville. Des gens de l'industrie mélangés à des chefs d'entreprise locaux. J'ai fait le tour de la salle, collecté des cartes de visite, eu des conversations productives. Puis j'ai vu sa famille, son père, son frère, quelques personnes de leur cercle social, tous vêtus de vêtements coûteux, tenant des verres, parlant et riant. Ils ne m'avaient pas encore vu. J'ai regardé son père parler à quelqu'un. Cette même confiance méprisante qu'il avait toujours eue. La certitude que son jugement était correct, ses valeurs suprêmes, son évaluation de moi exacte. Je me suis détourné avant qu'il ne puisse me repérer. Je suis sorti par une porte latérale. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, juste à respirer. J'ai pris l'avion pour rentrer le lendemain matin. Je pensais que c'était fini. Mais une semaine plus tard, mon associé m'a transféré un email. Quelqu'un de cette réception nous avait recommandé pour un projet majeur. Un consortium manufacturier régional avait besoin d'une refonte opérationnelle complète. Un budget à 7 chiffres. C'est le genre de client qui fait la réputation d'un cabinet, a dit mon associé. Mais c'est basé dans la ville de ton ex. Ça te va? J'y ai réfléchi. J'ai pensé au fait de revoir sa famille, de tomber potentiellement sur elle, à toutes les vieilles blessures. Puis j'ai pensé à l'opportunité, au défi, à la validation. Ça me va.
Allons-y. Nous avons monté une proposition, sommes retournés pour les présentations, avons remporté le contrat. J'allais passer beaucoup de temps dans cette ville au cours de l'année suivante. Environ 2 mois après le début du projet, je dînais avec le directeur du consortium pour discuter des progrès et établir un bon rapport. Il a mentionné qu'il siégeait au conseil d'administration d'une organisation patronale locale dont le père de Camille faisait également partie. Le monde est petit, ai-je dit d'un ton neutre. Vous le connaissez? Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Il a pris du recul par rapport à son implication active ces derniers temps. Problèmes familiaux, j'ai entendu dire que le mariage de sa fille ne va apparemment pas bien. Je n'ai pas demandé de détails, j'ai juste émis un son vague et changé de sujet, mais c'est resté en moi. Pas avec satisfaction ou vindicte, juste avec une sorte de curiosité distante. 2 semaines plus tard, j'étais à un déjeuner d'affaires pour les cadres locaux. Je suis entré, j'ai scanné la salle et je me suis figé. Elle était là, à l'autre bout de la pièce, en train de parler à quelqu'un. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Ses vêtements étaient chers, mais elle les portait comme une armure, pas comme un confort. J'ai commencé à partir, mais l'hôte m'a vu et m'a appelé vers son groupe, juste à côté de l'endroit où elle se tenait. Je ne pouvais pas l'éviter sans que ce soit flagrant. Alors, je me suis approché, j'ai rejoint la conversation et j'ai fait semblant de ne pas la remarquer à 2 mètres de là. L'hôte m'a présenté à son groupe, a mentionné mon cabinet, le projet du consortium. Quelqu'un a posé des questions sur notre stratégie de croissance. J'ai répondu professionnellement, conscient d'elle à la périphérie de ma vision. Puis quelqu'un dans son groupe a mentionné qu'il cherchait du conseil opérationnel. L'hôte a immédiatement sauté sur l'occasion. Vous devriez lui parler. Son cabinet fait un travail incroyable. Une trajectoire de croissance très impressionnante. Il m'a désigné. Son groupe s'est tourné. Elle s'est tournée. Nos yeux se sont croisés pour la première fois en près de 2 ans. Son visage est devenu complètement pâle. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a juste fixé. Quelqu'un dans son groupe m'a posé une question. J'y ai répondu, professionnel et détaché, je leur ai donné ma carte, j'ai continué la conversation comme si elle n'était pas là. Elle s'est excusée après environ 2 minutes. Je l'ai regardée s'éloigner, j'ai vu ses mains trembler légèrement alors qu'elle posait son verre. L'hôte s'est penché vers moi. C'était gênant? Vous vous connaissez tous les deux. On se fréquentait il y a longtemps. Ah, eh bien, son mari travaille dans la finance. Il réussit apparemment assez bien, pourtant. J'ai entendu dire qu'ils avaient des problèmes. Ce ne sont pas mes affaires. Bien sûr que non. Mais entre nous, sa famille avait des attentes très spécifiques pour ce mariage. Ça a créé une pression qui n'était peut-être pas durable. J'ai hoché la tête, je me suis extrait de la conversation et je suis parti peu après. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle directement, mais j'ai commencé à entendre par le réseau qu'elle posait des questions sur moi, demandant à des connaissances communes ce que je faisais, comment j'allais, si je voyais quelqu'un. Une amie m'a appelé directement. Elle veut ton numéro. Elle a dit qu'elle aimerait parler. Qu'est-ce que je dois lui dire? Dis-lui rien du tout. Ne lui donne pas mon numéro. Elle semble vraiment insistante. Elle dit qu'elle a besoin de tourner la page ou quelque chose comme ça. Elle a tourné la page il y a 2 ans quand elle a choisi sa famille plutôt que moi. Je ne suis pas intéressé à revenir là-dessus. L'amie a accepté et a laissé tomber, mais elle a continué d'essayer. Elle s'est présentée à un autre événement professionnel où elle savait que je serais. Elle s'est positionnée près de moi, espérant clairement une interaction. Je l'ai évité. Je suis resté de l'autre côté de la salle. Je suis parti tôt. Puis, environ 4 mois après le début du projet du consortium, mon associé a reçu un appel. Quelqu'un voulait nous embaucher pour une consultation d'entreprise familiale. Quand il a vérifié, c'était la société immobilière de sa famille. Ça sent le coup monter, a-t-il dit. Le timing est trop pratique. C'est probablement le cas. Quelle est la mission? Revue opérationnelle de leur système de gestion immobilière. Bon argent, mais vu l'histoire, refuse poliment. Dit qu'on est complet avec les projets actuels. Il l'a fait. Nous avons reçu un appel de suivi de son père directement. Mon associé l'a pris, l'a écouté essayer d'améliorer l'offre, puis a fermement refusé,
citant des conflits d'intérêts. Il n'était pas content. Mon associé m'a dit qu'il avait essayé d'insister sur le fait que c'était purement professionnel. Quand j'ai tenu bon, il a demandé si vos sentiments personnels affectaient les décisions d'affaires. Qu'est-ce que tu as répondu? Que nous ne prenons pas de clients ou des relations personnelles antérieures pourraient compliquer le travail. Il a raccroché assez vite après ça. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'elle. Pas à mon adresse personnelle. Elle ne l'avait pas. À mon email professionnel, qui était public sur notre site web. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. Je comprends pourquoi. Mais j'ai besoin que tu saches que te quitter a été la plus grande erreur de ma vie. J'ai passé 2 ans dans un mariage qui semble parfait de l'extérieur et qui est vide à l'intérieur. J'ai choisi la sécurité plutôt que le bonheur et je le regrette chaque jour. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de seconde chance. J'avais juste besoin que tu saches que tu avais raison sur tout et que j'avais tort sur ce qui comptait. Je l'ai lu 3 fois. J'ai ressenti un mélange compliqué de sentiments de justice, de tristesse et de rien du tout. Puis je l'ai supprimé et je n'ai pas répondu. Elle a essayé 2 fois de plus de me contacter. Une fois par un autre ami commun à qui j'ai dit fermement d'arrêter de transmettre des messages. Une fois en se présentant dans un café près de mon hôtel quand j'étais en ville pour le projet du consortium. Je l'ai vu entrer, je l'ai vu me repérer, je me suis levé et je suis parti avant qu'elle ne puisse m'approcher. Elle a envoyé un dernier email après ça. Je comprends. Tu as tourné la page. Tu as construit tout ce que j'avais trop peur de croire possible. Je voulais juste que tu saches que te regarder réussir a été plus dur que de te perdre. Pas parce que je jalouse ton succès, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai abandonné. J'espère que tu es heureux. Tu le mérites plus que quiconque. Cette fois, j'ai répondu une ligne. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais tu ne le trouveras pas en regardant en arrière. Puis j'ai bloqué son adresse email. Le projet du consortium s'est terminé avec succès. Nous avons obtenu 3 autres recommandations grâce à lui. La réputation de mon cabinet dans cette région s'est solidifiée. Nous avons commencé à être approchés pour des projets plus grands et plus complexes. Environ 6 mois après ce dernier email, j'ai entendu par le réseau qu'elle avait demandé le divorce, que sa famille était horrifiée, que la famille de Charles menaçait d'une action en justice concernant un litige sur le contrat de mariage. Je n'ai rien ressenti, juste une reconnaissance lointaine qu'elle apprenait enfin à se défendre, même si c'était des années trop tard et avec la mauvaise personne. Mon associé m'a demandé si je voulais éviter cette ville pour les futurs projets compte tenu de l'histoire. Non, pourquoi? Elle n'est pertinente ni pour mon travail ni pour ma vie. Si je la vois à un événement, je serai poli et professionnel et je passerai à autre chose. Mais je ne vais pas limiter mon entreprise parce que mon ex-petite amie vit quelque part. C'est juste. Tu as l'air d'avoir vraiment tourné la page. C'est le cas. La personne que j'étais quand j'étais avec elle, qui avait besoin de l'approbation de sa famille, qui pensait que je devais prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas assez bien, cette personne n'existe plus. J'ai prouvé ma valeur à moi-même. C'est tout ce qui compte. C'était il y a 8 mois. Le cabinet a continué de croître. Nous avons maintenant 20 consultants répartis dans 3 bureaux. Je suis devenu un orateur régulier lors de conférences industrielles. Mes parents plaisantent en disant qu'ils doivent prendre rendez-vous pour me voir parce que je suis toujours en voyage. Je vois quelqu'un maintenant. Je l'ai rencontrée par le travail. En fait, elle est directrice administrative et financière, DAF, pour l'un de nos clients. Intelligente, indépendante, issue d'un milieu ouvrier comme moi, et elle a construit sa carrière grâce à sa compétence plutôt qu'à ses relations. Nous sortons ensemble depuis 4 mois. C'est facile d'une manière que ma relation précédente n'a jamais été. Pas de performance, pas d'évaluation, pas d'essai pour prouver que je suis digne. Juste 2 personnes qui respectent le travail de l'autre et apprécient la compagnie de l'autre. J'étais à une autre conférence le mois dernier, donnant un discours principal cette fois, pas juste un panel. La salle était comble. Après mon intervention, pendant les questions-réponses, quelqu'un a posé une question sur la façon de surmonter les obstacles en début de carrière. J'ai dit la vérité. J'ai passé des années avec quelqu'un dont la famille ne pensait pas que j'étais assez bien. Ça a piqué. Ça m'a fait remettre en question ma valeur. Mais finalement,
ça m'a motivé à construire quelque chose qui leur prouverait qu'ils avaient tort. Pas pour eux. Je me fiche de ce qu'ils pensent maintenant. Mais pour moi-même. Pour prouver que leurs critères de mesure de la valeur étaient fondamentalement faussés. Le public a bien réagi. Après la session, plusieurs personnes m'ont approché avec des histoires similaires, ce qui était validant d'une manière qui n'avait rien à voir avec elle ou sa famille. J'ai appris plus tard qu'elle était dans le public, qu'elle avait acheté un billet spécifiquement pour m'entendre parler, qu'elle avait pleuré pendant mon discours et était partie immédiatement après sans m'approcher. Une amie commune m'a raconté tout ça, puis a demandé si je voulais savoir comment elle allait maintenant. Non, je ne veux vraiment pas. J'espère qu'elle se trouve elle-même. J'espère qu'elle apprend à faire des choix basés sur ce qu'elle veut plutôt que sur ce que les autres veulent pour elle. Mais son parcours n'est plus lié au mien. Elle dit apparemment aux gens que te perdre l'a changée, qu'elle est une personne différente maintenant à cause de l'erreur qu'elle a commise. Peut-être qu'elle l'est, mais je suis une personne différente, aussi, à cause du choix que j'ai fait. Le choix de partir avec dignité au lieu de supplier. De construire quelque chose de significatif au lieu de s'attarder sur le rejet. De prouver ma valeur à moi-même au lieu de chercher une validation externe. L'ami a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça parfaitement. Tu n'es pas devenu amer. Tu es devenu meilleur. J'ai haussé les épaules. Je suis devenu occupé. Devenir meilleur n'était qu'un effet secondaire. Ma petite amie actuelle connaît toute l'histoire. Je lui ai raconté tôt, pas comme un avertissement, mais comme contexte. Elle a apprécié l'honnêteté. Est-ce que tu te demandes parfois ce qui se serait passé si elle t'avait choisi, a-t-elle demandé une fois. Parfois, mais honnêtement, je pense que nous aurions eu du mal. La pression de sa famille ne se serait pas arrêtée. Elle n'était pas assez forte pour se séparer complètement de leur influence. Finalement, cette faiblesse se serait manifestée d'autres manières. J'aimais qui je pensais qu'elle était, mais j'avais tort sur qui elle était réellement. Et maintenant je suis avec quelqu'un qui a choisi sa propre voie malgré la pression, qui a construit sa carrière au mérite, qui n'a besoin de l'approbation de personne pour valider ses choix. C'est ça la différence. Elle m'a embrassé. Bonne réponse. Je travaille toujours dans cette ville parfois. Je vois toujours des gens de son cercle social lors d'événements. Le nom de sa famille revient encore dans des contextes d'affaires. Je suis toujours professionnel, toujours cordial, jamais personnel. Le mois dernier, son père était à un événement où je prenais la parole. Il est resté pour toute ma présentation et m'a approché après. Travail impressionnant. Très impressionnant. J'ai peut-être mal jugé votre potentiel. J'ai regardé cet homme qui m'avait rejeté, qui avait orchestré mon remplacement, qui avait fait pression sur sa fille pour qu'elle choisisse leur approbation plutôt que son bonheur. J'apprécie que vous disiez cela, mais votre jugement ne me définit pas. Il ne l'a jamais fait. Son expression s'est tendue. Il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. Je l'ai regardé partir et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de sentiment de revanche, pas de colère, pas de besoin de son approbation, juste une indifférence totale. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Pas quand j'ai arrêté de penser à elle. Pas quand j'ai réussi professionnellement. Mais quand les gens qui m'avaient rejeté sont devenus insignifiants pour mon estime de soi. Elle a choisi la sécurité et l'approbation. J'ai choisi la dignité et l'autonomie. Nous vivons tous les deux avec ces choix. Maintenant, la différence est que je ferai le mien à nouveau sans hésitation.